ce soir, on a le plaisir de recevoir M. Guillaume de Thuelois, philosophe, responsable du Salon Belge, que tout le monde connaît, et éditeur, entre autres. Le sujet qui a été déjà abordé plusieurs fois, les droits de l'homme. J'avais fait 3 conférences sur YouTube. Dans quelques temps, je le remettrai sur la chaîne, la mienne, puisque un indélicat m'a détourné mon travail. Et c'est important de repartir sur la philosophie des Lumières, bien comprendre les dérives du droit positif, 48, et maintenant ce que nous prépare l'ONU ou les différentes officines satellites qui nous préparent des lendemains certainement très sombres si on n'est plus capable de réagir. À vous, cher ami. Merci beaucoup, bonsoir à tous, merci d'être venus, alors que j'imagine que vous aviez une soirée beaucoup plus divertissante que cette conférence un peu austère. Effectivement, j'ai parlé des droits de l'homme contre l'humain. Alors, pour partie, comme philosophe, pour partie, ça vient de mon expérience au Parlement. Je suis encore d'ailleurs assistant parlementaire. Et je trouve que c'est assez frappant de voir à quel point la dérive des droits de l'homme entraîne une déshumanisation très puissante et je crains que la plupart des citoyens n'en aient pas une très claire vision. Je suppose que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a quelque chose comme une réaction à ça, mais sans voir exactement quelle est la cible, et donc en risquant de se tromper de cible et de solution. Le paradoxe qui est la base de mon raisonnement, c'est un paradoxe que tout le monde a vu 1000 fois. C'est comment ça se fait qu'on définisse les droits de l'homme en 1789 et en 1793 et même avant, on lance la terreur. C'est les mêmes, c'est la même assemblée, donc évidemment il y a eu des élections entre-temps, mais c'est les même idéologie, on passe des droits de l'homme à la terreur. Comment ça se fait ? C'est évidemment un peu troublant, paradoxal si vous voulez, mais je pense qu'il y a quelque chose de profondément cohérent dans cette évolution. Je ne dis pas du tout que les droits de l'homme entraînent nécessairement la terreur, évidemment. Je dis simplement que le totalitarisme est une des possibilités de conséquences des droits de l'homme. De la modernité politique en général, mais des droits de l'homme en particulier. En gros, je vais préciser que pour moi, la Déclaration des droits de l'homme est vraiment la charte de la modernité politique, et je parle des déclarations des droits de l'homme de 89, c'est la charte de la modernité politique, et cette modernité politique a pu donner des fruits tout à fait beaux, et a pu aussi donner le totalitarisme et la terreur. Comme d'ailleurs, vous pourrez observer que l'essentiel de la modernité dans ce cas-là, il n'y a pas que la modernité politique, c'est vrai pour la modernité philosophique, c'est vrai pour la modernité scientifique. Vous avez des résultats absolument éblouissants. Par exemple, les écrasantes avancées technologiques et scientifiques de ces 4 derniers siècles. Et pour autant, vous voyez aussi à quelle vitesse la science s'est auto-limitée d'une part, et par ailleurs a servi aussi contre l'homme d'autre part. Donc voilà, ma thèse, c'est que le totalitarisme et la terreur sont l'une des conséquences possibles de la modernité politique symbolisée par la Déclaration des droits de l'homme. Donc premier point, la Déclaration des droits de l'homme contre l'idée de nature humaine. Vous connaissez sans doute la formule assez fameuse de Renan, l'individu de 1789 est cet être abstrait qui est né orphelin, qui a vécu en célibataire et qui est mort sans enfant. L'individu de 1789, c'est un individu sans aucune racine, complètement vierge de toute attache. Et j'entends dans la salle comme Macron, c'est tout à fait, pour moi, vous touchez exactement le cœur du sujet. Macron est effectivement la caricature de 89. Ce qui, encore une fois, a quelque chose de séduisant. Je ne crois pas du tout que ce soit par hasard qu'il est séduit.
mais il y a aussi quelque chose de terrifiant dans ce déracinement complet. Moi, j'avoue que je suis incapable de parler à quelqu'un dont je ne comprends pas d'où il vient, où il va, ce qu'il fait dans la vie. Enfin, bref, ça me met très mal à l'aise. Donc, la Déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration faite pour des individus sans attache. Et comme vous savez, hein, 89, c'est le triomphe d'un côté de l'individualisme, de l'autre côté du plus massif étatif, si je puis dire. Entre l'État et l'individu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus les corps intermédiaires en particulier, on va y revenir. C'est pour ça qu'on abroge les corporations, c'est pour ça qu'on détruit les provinces. Il ne faut pas qu'entre l'État et l'individu, il y ait quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que Saint-Just, déjà, propose de prendre les enfants. Alors à l'époque, il est moins fanatique que ses glorieux successeurs. À l'époque, il propose de les soustraire à l'influence familiale à partir de 6 ans ou 7 ans. Maintenant, on a des génies qui proposent de commencer à 2 ans. Vous savez qu'on est en train, en ce moment, de voter l'obligation scolaire à 3 ans. Donc, Peillon proposait 2, mais Blanquer, qui est un modéré, s'arrête à 3. Mais encore une fois, les motivations sont stupéfiantes et délirantes. La seule vraie profonde motivation, c'est il faut, pour qu'il y ait une parfaite égalité, arracher les enfants le plus tôt possible à toute influence extra-républicaine. Donc voilà le type de l'individu de la Déclaration des droits de l'homme. Évidemment, il y a une critique qui vient spontanément, c'est que les constituants parlent beaucoup de nature. Malgré ça, hein, on parle de nature à tour de bras à cette époque-là, mais quand ils parlent de nature, ils parlent jamais de nature humaine. Ils prennent d'ailleurs souvent soin de dire qu'ils ne croient pas à l'existence d'une nature humaine. Ils parlent toujours, ou presque toujours, du mythique état de nature, c'est-à-dire cette chose que Rousseau, après Hobbes, imagine avant l'entrée en société. Avant l'entrée en société, nous sommes de la même façon des individus en guerre les uns contre les autres. C'est l'état où nous sommes des loups les uns pour les autres, hein, comme disait Hobbes. Et pour nous protéger nous-mêmes, nous avons choisi de faire le contrat social, de signer le contrat social, qui nous fait abandonner l'intégralité de notre liberté entre les mains de l'État en échange de sa protection. Évidemment, ça fait rêver, hein, mais quand vous signez ce genre de contrat, a priori, vous y regardez à 2 fois. Hein, mais, donc nous, on nous l'a fait signer sans qu'on ait pu y réfléchir, si peu que ce soit. Donc encore une fois, hein, les constituants ne parlent pas de nature humaine, ils parlent d'état de nature, ce qui n'a strictement rien à voir. Et donc la Déclaration des droits de l'homme est fondamentalement une négation de la nature humaine, en particulier de la nature humaine dans ses attaches. Donc nous ne sommes plus des êtres enracinés. C'est la critique qui va durer sur les 150 ans jusqu'à 1948, on va y revenir après. Mais cette critique est très profonde, hein, elle est partagée par ce que nous appelons maintenant l'extrême droite, c'est-à-dire les légitimistes, parce que je fais partie de ces gens qui étaient d'extrême droite dès 1789, ce qui rend les choses beaucoup plus confortables quand on est encore au XXIe siècle. On a une certaine habitude, mais évidemment pour les gens qui découvrent cette situation très, très désagréable, c'est plus difficile, mais moi ça va, je le vis bien, j'ai eu 250 ans pour m'y faire. Mais donc c'est vrai pour l'extrême droite et c'est vrai aussi pour l'extrême gauche, hein, c'est la critique très puissante d'ailleurs de Marx contre les droits bourgeois, c'est des droits d'être déracinés. Ça c'était le premier point, la Déclaration des droits de l'homme contre la nature humaine. Un corollaire de ça, c'est que la Déclaration des droits de l'homme est une déclaration fondamentalement utopique. Elle est pensée comme ça, hein, elle est pensée comme la charte qui nous fait signer le contrat social, donc le contrat social étant imaginaire, évidemment tout ça est parfaitement utopique. Je voudrais juste prendre un exemple que nous avons pris l'habitude d'accepter sans aucune, même les plus réactionnaires acceptent ça sans trop de difficulté. Vous savez que le premier article c'est « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Il y a eu un énorme débat en août 1789 autour de ça. Parce que l'immense majorité des constituants, qui étaient quand même pas complètement délirants, disaient mais naissent, je vois bien, demeurent, ça saute pas aux yeux quand même. Le fait que nous demeurions égaux en droit,
Disons qu'il suffit de regarder un peu la société dans laquelle nous vivons pour voir que nous ne sommes pas exactement égaux en droit. Donc, qu'au sommet de la charte du bloc de constitutionnalité, on continue à dire les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, on se demande un peu ce que ça veut dire en fait. Donc à la rigueur, on peut comprendre le naissent, hein, même si déjà c'est compliqué, hein, parce que évidemment le fait de naître dans telle famille plutôt que dans telle autre, dans tel pays plutôt que dans tel autre, change un peu nos conditions de vie, hein, clairement. Mais alors, encore une fois, demeurer égaux après la naissance, j'avoue que je ne vois pas du tout ce que ça veut dire, sauf à imaginer, ce qui serait évidemment l'interprétation la plus naturelle, sauf à imaginer qu'on veuille dire qu'en droit ça veut dire en dignité humaine. Mais précisément, les constituants disent que c'est justement pas ça. Ça, c'est un truc de catho. Donc il faut évidemment l'évacuer. Donc, et c'est un truc de catho, pourquoi? Parce que si on est égaux en dignité humaine, c'est que nous acceptons que nous partageons une nature humaine, une commune nature humaine, ce que les constituants récusent fondamentalement. Deuxième élément dans l'utopie, il y a, vous connaissez bien l'expression, hein, la tabula rasa, hein, la table rase. Les constituants veulent faire table rase du passé, et en particulier, ils ont cette idée complètement délirante, quand vous y réfléchissez un peu plus de 2 secondes, ils ont cette idée de constituer la société française. Je rappelle pour mémoire qu'on est en 1789, ça fait donc au bas mot 13 siècles que la France existe. Non seulement que la France existe, mais c'est aussi le pays le plus puissant du monde. Donc on n'a pas attendu exactement les constitutions de 1789 pour faire la France. Eh bien, ces gens ont cette ambition complètement farfelue, hein, de dire, en fait, la France, ça n'existe pas, on va la constituer. Et encore une fois, c'est très impressionnant. Hein. J'ai l'air de rigoler et de prendre ces gens pour des délirants, ce qui sont largement, hein, mais il faut aussi apprécier la force du geste. C'est des gens qui renversent la table, vraiment. C'est des fous, c'est des dangereux, mais c'est vraiment... enfin, ils méritent qu'on les prenne au sérieux. Et dernier élément sur l'utopie, qui est lié évidemment à la tabula rasa, il y a un rejet très profond, là aussi très explicite, hein, ils le disent dans les débats qui amènent à la Constitution, mais même avant à la Déclaration des droits de l'homme, il y a un rejet de l'expérience et de l'histoire. L'histoire ne nous apprend rien. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont chercher, non pas dans l'histoire de France, des motifs de nous libérer, etc. Ils vont chercher à Sparte, à Rome. Et quand vous passez par-dessus 15 siècles ou 20 siècles pour aller chercher des motifs historiques, c'est que vous ne croyez pas que la tradition puisse vous enseigner quoi que ce soit. C'est exactement la même chose que dans l'archéologisme liturgique. Si vous avez besoin de revenir au IIe siècle après Jésus-Christ, en écartant complètement tout ce qui s'est passé pendant les 20 siècles qui nous séparent du Christ, c'est que vous ne croyez pas que la tradition nous enseigne. Vous pouvez très bien ne pas le croire, hein, mais vous ne pouvez pas dire à la fois « je respecte profondément la tradition historique » et jeter 15 siècles d'histoire. C'est pas possible. Troisième point, donc vous comprenez bien comment je fais, je regarde la Déclaration des droits de l'homme sous des angles un peu différents, ça fait un peu un kaléidoscope, pardon. Évidemment, je vais unifier tout ça à la fin. Troisième point, la Déclaration des droits de l'homme et l'étatisme. J'ai dit tout à l'heure qu'entre l'individu et l'État, il n'y avait rien pour les constituants de 89. Il y a un article, là aussi, on le reçoit très... Et maintenant, c'est la droite qui le revendique. Hein. Cet article, c'est l'article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer l'autorité qui n'en émane expressément. Si vous, encore une fois, relisez cette phrase, c'est très impressionnant. Ça veut dire que vous êtes patron d'une entreprise. Votre autorité vient de l'État. Vous êtes patron, vous êtes chef de famille. Votre autorité vient de l'État. Vous êtes instituteur. Votre autorité vient de l'État. Je suis désolé, mais c'est pas forcément évident. Dans ma famille, j'ai jamais considéré que l'État était pour quelque chose dans l'autorité que j'avais sur mes enfants. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas d'autorité sur mes enfants, mais c'est extrêmement problématique. Et encore une fois, c'est au sommet de notre fameux bloc de constitutionnalité. C'est le truc qu'on n'a jamais voulu laisser tomber. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième République, toutes ont voulu mettre ça au sommet du bloc de constitutionnalité. C'est très impressionnant. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Il n'y a rien d'autre que la souveraineté de l'individu sur lui-même, au départ.
C'est ce qui nous a permis de contracter. Et après le contrat social, il n'y a plus d'autre souveraineté que dans la nation. Évidemment, comme vous aurez pu constater, aujourd'hui, la souveraineté de la nation, on est en train de la transférer gentiment à quelque chose d'encore moins naturel que la nation, qui est l'Union européenne, voire le monde, voire l'ONU ou je sais pas quoi, enfin, en attendant d'avoir un Sénat intergalactique comme dans la guerre des étoiles. Mais enfin, encore une fois, hein, le geste est commencé avant. Hein. Le problème, c'est très grave, évidemment, d'abandonner la souveraineté française dans les mains de l'Union européenne, mais on a commencé avant, à partir en vrille. Rien entre l'individu et l'État, c'est pour ça qu'on supprime les corps intermédiaires. Une des premières grandes lois de la Révolution, c'est la loi Le Chapelier, hein, comme vous savez, et même avant, hein, il y a l'abolition des privilèges la nuit du 4 août. Tout le monde dit c'est merveilleux, la noblesse et le clergé avant le privilège. C'est pas ça le sujet. La noblesse et le clergé, il y a un vrai sujet de privilège qui a été discuté, évidemment. Les privilèges qui sont visés, c'est les privilèges des corporations. Parce que tant qu'il y a des corporations, on ne peut pas librement commercer. Vous entendez, Macron? On ne peut pas librement commercer. Tant qu'il y a quelque chose comme un attachement, on ne peut pas librement commercer. Si vous êtes un peu trop français, vous n'êtes pas tout à fait fiable. Vous êtes un peu gilet jaune, vous ne pouvez pas comprendre le bienfait de l'abolition complète des frontières. Juste parenthèse à ce propos, vous aurez pu remarquer que tous les êtres vivants, tous, ce qui fait la différence entre un être vivant et un être mort, c'est justement ça, ont une frontière, une limite, la barrière cellulaire en général. Pour un virus, c'est encore plus ténu, mais enfin, il n'y aurait donc plus que les hommes super développés comme nous qui pourraient se passer complètement de frontières. C'est extraordinaire, hein. On est vraiment très fort. On est... Enfin bref. Donc, je reviens à l'étatisme. Quand je dis qu'il n'y a rien entre l'individu et l'État, c'est aussi pour ça, principalement pour ça, probablement, que la révolution de 1917 est la fille de la révolution de 1789. Si vous écoutez Lénine, Trotsky, ils ne cessent de dire qu'ils vont réussir ce que les terroristes de 93 n'ont pas réussi. Eux, ils le font en tenant. Les terroristes de 93 ont une énorme énergie politique, hein, pour faire de la France le charnier qu'ils ont... mais ils n'ont pas tenu. J'allais dire hélas. Ils n'ont fait que 18 mois, quelque chose comme ça. Et au bout de 18 mois, la société est tellement exsangue qu'elle est obligée d'arrêter. Là où ils sont beaucoup plus forts que nous, les bolcheviks, c'est qu'eux, ils ont réussi à tenir ça pendant 70 ans. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse battre le record des bolcheviks. Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire encore plus fort. Mais cela, encore une fois, les principes, c'est pas Lénine qui les a inventés. Hein. Les principes, c'est nous. Enfin, c'est eux, j'y suis pour rien, mais c'est les Jacobins de 1789. Quatrième point, donc DDH contre la Déclaration des droits de l'homme contre la nature humaine, du côté utopique, étatisme, et on continue à tourner autour. Il y a quelque chose de très frappant dans l'idéologie des constituants et dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est son légicentrisme. Alors, vous savez que, donc évidemment, ça vient après ce qui est déjà l'Ancien Régime. La Révolution est finie déjà d'une certaine façon. Les États généraux se sont constitués en Assemblée constituante, ce qui, encore une fois, est un geste d'une audace inouïe. Et donc, face à l'Ancien Régime, les constituants nous disent le pouvoir le plus important, c'est le pouvoir législatif. Fondamentalement, ils disent ça pourquoi ? Parce que ce sont des disciples de Rousseau, pour qui le sommet de la science politique, c'est le législateur, c'est Moïse, Mahomet, Jésus, etc. Je précise, entre parenthèses, pour ceux qui... Et vous avez tous lu le contrat social ou pas ? De Rousseau. Je précise, parce que ça vaut la peine d'être précisé, surtout par les temps qui courent, que Rousseau cite explicitement la laïcité, ce que nous appelons aujourd'hui la laïcité, c'est-à-dire la distinction entre spirituel et temporel. Donc il l'attribue évidemment à Jésus, et comme vous savez, c'est l'inventeur de cette phrase très célèbre, « rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Et Rousseau, dans le contrat social, hein, c'est au livre 4, le chapitre sur la religion civile, dit qu'après cette idée complètement idiote, hein, pour le coup c'est moi qui brode, mais Rousseau considère que c'est une très grave idée du point de vue de la science politique. Après cette idée, il y a eu une querelle intestine dans tous les peuples chrétiens, puisqu'évidemment le prêtre faisait face au roi. Et donc il y avait deux légitimités.
Et donc le corps social a cessé d'être un. Mahomet, sur ce sujet, a eu des vues très saines. La phrase étant toute lettre dans le contrat social. Mahomet, sur ce sujet, a eu des vues très saines. Ça vous explique aussi pourquoi, c'est pas la seule raison évidemment, mais ça vous explique aussi pourquoi les Macron et compagnie sont fascinés par l'islam. C'est parce que c'est leur modèle. Le modèle de revenir par-dessus l'horrible schisme que le Christ a mis dans les peuples chrétiens, de revenir par-dessus en faisant du corps social une chose dans laquelle le pouvoir spirituel est évidemment soumise au pouvoir temporel. Pour nous, c'est une violence inouïe, là aussi. C'est-à-dire que pour nous, si notre conscience ne peut plus dire au pouvoir politique ce que vous dites c'est faux, ce que vous dites c'est mauvais, ce que vous dites c'est contre nature, etc., si nous ne pouvons pas dire ça, nous ne sommes pas libres. Mais les révolutionnaires, encore une fois, les constituants de 89, les Rousseau, Macron, rêvent d'un monde, ils le disent, c'est pas du tout moi qui l'invente, ils le disent publiquement, ils rêvent d'un monde de Mahomet, c'est-à-dire le monde dans lequel on aurait, là aussi c'est Rousseau qui prend ça à Hobbes, dans lequel on aurait réuni les deux têtes de l'aigle. Vous connaissez cette très belle héraldique du Saint-Empire romain germanique où il y a deux têtes de l'aigle qui très souvent ont représenté le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et donc Hobbes, Rousseau veulent réunir les deux têtes de l'aigle. Et évidemment, il y a une seule façon de réunir les deux têtes de l'aigle, c'est de soumettre le pouvoir spirituel au pouvoir temporel. C'est pour ça qu'il y a la loi de 1905, c'est pour ça qu'il y a... Écoutez le discours de Macron aux évêques. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, et si vous n'avez pas fait, lisez-le. Et lisez-le de la plume à la main. C'est fascinant. Tout le monde a dit qu'il violait la laïcité. Mais lisez-le en catholique, en chrétien ou en français de vieille souche, et allez directement au dernier paragraphe. C'est extraordinaire. Il dit aux évêques, j'ai absolument besoin que vous disiez dans l'espace public que vous défendiez l'immigré, l'enfant à naître, ça c'est parfait. Mais il y a une loi. La loi c'est moi, et vous devez vous soumettre à cette loi. Mais je suis désolé, quand j'entends ça, j'ai envie de lui dire je t'emmerde. T'es qui pour me dire ça? Pardon de la vulgarité, mais enfin, vous êtes qui, Monsieur le Président, pour nous dire que la loi s'impose à nous, à notre conscience, malgré notre conscience? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Vous avez absolument le pouvoir d'émettre ces lois, et moi j'ai le pouvoir, ma conscience a le pouvoir de dire que votre loi, elle est inique. Et donc moi je dis publiquement contre la loi Taubira, je l'ai dit publiquement contre la loi, et je continuerai à le dire, parce que je pense que notre liberté d'enfant de Dieu, c'est de pouvoir dire, non, vous avez le pouvoir de me mettre à mort, évidemment si je dis ça, vous avez le pouvoir de me mettre en prison, etc. C'est vrai. Mais vous n'avez pas le pouvoir de faire ce qui est faux devienne vrai. Vous n'avez pas le pouvoir de transformer, on parlait à l'instant de la loi Guesso, vous n'avez pas le pouvoir de transformer les attendus d'un tribunal stalinien en vérité. Ça vous est inaccessible. Vous pouvez toujours dire que Katyn est un meurtre nazi, rien ne pourra faire que ça n'est pas un meurtre stalinien. Bien sûr qu'on peut faire endosser à Hitler, puisque Hitler est mort, pas compliqué, enfin, ça n'empêche que c'est stalinien quand même. Et donc vous ne pouvez pas changer le vrai en faux, le bien en mal. Je reviens au légicentrisme, je me suis un peu éloigné, je vous en demande pardon. Donc, les constituants de 89 réagissent contre le pouvoir exécutif du roi, qui était la chose qui sautait le plus aux yeux dans l'ancien édifice institutionnel. Et la deuxième chose qui sautait le plus aux yeux, c'était le pouvoir des juges. Les juges, fondamentalement, ça sert à quoi? Ça sert à dire comment on interprète la coutume. Et donc, comme vous savez, là d'ailleurs l'Ancien Régime en est mort, les juges avaient pris un tel poids d'inertie dans la société d'Ancien Régime qu'il n'était plus possible de faire évoluer, et donc la Révolution a eu lieu, mais la Révolution comprend bien les défauts de l'Ancien Régime, et donc elle rejette le pouvoir exécutif. Il ne faut surtout pas qu'on croit que le roi représente quelque chose. On est encore en monarchie royale, enfin on est encore en monarchie à cette époque-là. 89, Louis XVI gouverne, mais il n'est plus que le premier fonctionnaire en quelque sorte. Donc il ne faut surtout pas insister sur le pouvoir exécutif, parce que tout le monde va croire que le roi sacré ça compte encore, et il ne faut surtout pas insister sur le pouvoir judiciaire, parce que l'inertie du pouvoir judiciaire a tué l'Ancien Régime, c'est pas la peine qu'il tue aussi le nouveau. Parenthèse à ce propos, il y a une inertie dans la politique des peuples. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un pouvoir exécutif qui a colossalement plus de pouvoir que Louis XIV. Macron a entre les mains un pouvoir exécutif phénoménal, qui n'a strictement rien à voir avec le pouvoir de Louis XIV ou de Louis XVI, et un pouvoir des juges qui est là aussi colossalement supérieur à celui du Parlement de Paris.
les juges ont le pouvoir d'imposer à n'importe quelle décision du peuple d'être abandonnée, purement et simplement. Vous savez, encore une fois, quand je dis bloc de constitutionnalité avec toutes les guillemets que vous voulez bien entendre, ça veut dire que le Conseil d'État, la CEDH, la Cour de cassation peuvent dire, quand le peuple a décidé ça, ça vaut rien. Moi, juge, je décide que c'est autrement. Par exemple, le Conseil constitutionnel a tout récemment décidé un truc inouï. A décidé qu'à partir de maintenant, on ne pouvait pas empêcher quelqu'un d'aider à rentrer clandestinement sur les territoires. C'est inouï comme truc. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel dit, tant qu'il n'y a pas d'affaire d'argent, c'est-à-dire que c'est juste par idéologie que vous le faites, mais tant qu'il n'y a pas d'affaire d'argent, on ne peut pas vous empêcher de commettre un délit. Je précise que c'est le sommet de la hiérarchie des normes dans ce beau pays. On est chez les fous. Mais vous avez entendu quelqu'un protester ? Non. Non, tout le monde considère que c'est normal que le Conseil constitutionnel défende le bloc de constitutionnalité. Puisque dans le bloc de constitutionnalité, il y a la fraternité, c'est normal qu'on ne puisse pas interdire, au nom de la fraternité, à commettre un délit. Et donc si demain matin, la fraternité exige que je tue mon prochain, ça sera, le Conseil constitutionnel dira on est obligé de dépénaliser le meurtre. On y vient, tranquillement. Là aussi, regardez ce qui se passe chez les peaux rouges en ce moment. On est en train d'assister à la légalisation de l'infanticide. Extraordinaire, extraordinaire. Bon, donc je donne l'impression de m'éloigner du législatif, mais on est au cœur du sujet. Le cœur nucléaire du nouveau système, c'est le Parlement, et c'est le Parlement tout-puissant. Une anecdote à ce propos. Au moment de la Lotobira, j'étais l'assistant parlementaire du président du groupe UMP du Sénat. Et donc, évidemment, les gens étaient un peu obligés de m'écouter, ils me trouvaient fou, mais on ne pouvait pas m'envoyer bouler systématiquement, parce que j'étais le type qui faisait les relations avec leur patron, en quelque sorte. Et donc, je vais voir une demi-douzaine ou une dizaine des sénateurs les plus conservateurs, et je leur dis, monsieur le sénateur, je vous propose de vous écrire, pour la discussion générale, 5 minutes de topo, en disant que le Parlement n'est pas compétent pour légiférer sur le mariage. De mémoire, j'ai dû en consulter 8. Sur 8, il y en a 7 qui n'ont pas compris ce que je disais après un quart d'heure d'explication. Ce qui est très rassurant sur le niveau. Le 8e a très bien compris. Le 8e, c'est l'actuel président du groupe UMP, c'est Bruno Retailleau. Le 8e a très bien compris. Il m'a fait un grand sourire, un sourire navré plus exactement. Il m'a dit, mais Guillaume, on ne peut pas dire ça. Je dis, monsieur le Président, si on ne peut pas dire ça avant de rentrer dans le débat, c'est qu'on a perdu le débat avant même de commencer la partie. Parce qu'évidemment que si le Parlement est compétent, c'est plus qu'une question de rapport de force. Puisqu'ils sont majoritaires, ils ont le droit de faire n'importe quoi. Mais dans ces cas-là, expliquez-moi juste, pour que je comprenne bien, c'était quoi l'illégalité des lois de Nuremberg ? Le Parlement a été légalement élu, il a légalement décidé que les Juifs n'étaient pas des hommes. On est où, là ? Le Parlement a ce droit-là ? Moi, je persiste à penser que non. Mais allez jusqu'au bout de la logique, si vous voulez. Hein. Donc, en tout cas, ce légitantrisme est vraiment fondamental. Et pardon d'être très, très lourdingue là-dessus, mais tant qu'on n'aura pas compris que le cœur, la cible à viser, c'est fondamentalement le fait qu'on a donné un pouvoir inouï, un pouvoir qui n'a pas d'existence dans l'histoire des hommes. Hein. Alors maintenant, tout le monde le fait sur toute la surface de la planète, donc plus personne ne s'aperçoit de l'énormité de la chose. Mais c'est inouï quand même. Hein. Même César qui est le sommet de la religion romaine, hein, même César n'a pas ce pouvoir-là. César n'a pas le pouvoir de changer la nature humaine. Et d'ailleurs, ça ne lui traverse même pas l'esprit d'y changer. Nous, au Parlement, tranquille. Nous, on peut facilement changer la nature humaine. On peut changer le vrai en faux, c'est extraordinaire, on a un pouvoir inouï. Et donc, évidemment, vous comprenez pourquoi il y a une aversion aussi profonde avec l'ancien édifice de la loi naturelle. Parce que s'il y a une loi naturelle, évidemment, c'est une limite à cette toute-puissance de la loi du Parlement. Les modernes, fondamentalement, ne sont libres que quand ils obéissent à une loi qu'ils se sont donnée à eux-mêmes, quelle que soit la nature de cette loi. Hein. Nous, anciens, si je puis dire, nous ne sommes libres que parce que notre conscience est capable d'apprécier la loi naturelle et de dire « ça, c'est contradictoire avec la loi naturelle ». Notre liberté, c'est celle d'Antigone, qui dit à Créon « ce que vous exigez de moi n'est pas possible. J'ai des devoirs vis-à-vis de mon frère, je ne peux pas faire autrement que de l'enterrer. »
ou alors j'ai des devoirs vis-à-vis des embryons, des enfants à naître, je ne peux pas considérer que c'est des amas de cellules ou je sais pas quoi. Donc la loi naturelle m'empêche de croire que vous avez raison. Et donc ma conscience me dicte à la fois mon devoir et ma liberté, alors que les modernes, c'est l'inverse. Leur liberté, c'est justement d'être capable de faire n'importe quoi en fonction du rapport de force. Parenthèse, c'est exactement aussi ce que le Coran dit de Allah. Allah n'est réellement tout-puissant que parce qu'il a le pouvoir de créer des êtres pour les torturer. C'est dit en toutes lettres dans le Coran. Il a créé des êtres pour l'enfer. Ce qui est, si vous réfléchissez 2 minutes à la nature de Dieu, dites, c'est une pétition de principe un peu lourde quand même. Ça veut dire que le tout-puissant, tout miséricordieux, qu'il considère encore comme tout-puissant et tout miséricordieux, a conçu, créé des êtres pour les torturer. C'est une curieuse conception de la miséricorde quand même. En tout cas, c'est pas la mienne. Mais je persiste à croire que le christianisme est un poil au-dessus quand même du point de vue intellectuel. Donc, aujourd'hui, la loi est toute puissante et la loi n'a plus aucun rapport avec la raison, elle n'est pas limitée par la raison. Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, la loi est l'expression de la volonté générale. Là aussi, plus personne ne fait attention à l'énormité de la chose. Mais la loi est l'expression de la volonté générale. Ça veut dire que si l'ensemble des citoyens ou la majorité d'entre eux a décidé que l'erreur devenait vérité, ça devient loi. Comparer ça à saint Thomas, je m'amusais à regarder tout à l'heure en mettant les articles de la Déclaration des droits de l'homme sur papier, dans la prima secondae, le traité de la loi, saint Thomas écrit ça, des 4 articles qui précèdent, donc le début du traité de la loi. On peut ainsi condenser la définition de la loi, et vous allez entendre qu'il y a une petite nuance quand même par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, une ordonnance de la raison en vue du bien commun, promulguée par celui qui a la charge de la communauté. C'est pas compliqué, c'est la modernité se prend saint Thomas bille en tête. Donc, une ordonnance de la raison, la modernité, ça n'a strictement rien à voir avec la raison, ça n'est que de la volonté. En vue du bien commun, c'est pas le sujet, c'est une question de rapport de force. 3, par celui qui est en charge de la communauté. Non, nous sommes tous les législateurs. Donc évidemment, on n'est pas dans le même monde. Mais, encore une fois, je comprendrai très bien que vous me preniez complètement pour un fou, et vous auriez probablement pas tort, parce que je suis légèrement minoritaire dans cette société, mais franchement, je préfère quand même vivre au XIIIe siècle sous Saint-Louis et saint Thomas d'Aquin. Au moins, je comprends ce qu'ils disent. Aujourd'hui, je comprends rien de ce qu'ils racontent. Donc, en tout cas, il n'est pas possible d'être plus opposé, terme à terme, que le monde traditionnel et le monde moderne, saint Thomas ou la Déclaration des droits de l'homme. Dernier point sur la Déclaration de 89, la Déclaration est Dieu. J'ai brièvement évoqué l'opposition entre la Déclaration et la loi naturelle. On pourrait répondre, et c'est en particulier ce que dit Jacques Maritain, et après lui une partie du magistère récent, on pourrait dire, et il y a des vraies raisons, je vais y revenir, il y a des vraies raisons pour soutenir cette thèse, que la Déclaration des droits de l'homme, ça n'est que la version laïcisée, sécularisée, du décalogue. C'est parce que j'ai l'impératif de ne pas tuer, par exemple, qu'il y a un droit à la vie de mon prochain. Vous comprenez, ce ne serait pas difficile de regarder les choses terme à terme. Le décalogue nous donne le devoir, la déclaration nous donne le droit. Le problème, c'est que ça a été pensé rigoureusement à l'opposé. Ça n'est pas l'être suprême ou Dieu qui nous donne la déclaration des droits de l'homme, contrairement à ce que pense Maritain, c'est l'Assemblée nationale qui reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême. Alors on pourrait dire, Thieulois il raconte n'importe quoi, c'est en présence et sous les auspices de l'être suprême. Mais en présence et sous les auspices, c'est pas l'être suprême qui les a donnés. L'être suprême est un témoin prestigieux de l'opération, mais il n'est pour rien dans l'opération. Écoutez ce que dit Virieux, l'un des plus grands constituants de ce moment. Il commente cet article, enfin pas cet article, le préambule de la déclaration. Ce qui me touche le plus, parce qu'ils sont très touchés à l'époque, ils sont très sensibles, ce qui me touche le plus, c'est l'invocation de l'être suprême. Vous croyez qu'il va se mettre à genoux sur une règle en fer? Pas du tout.
on ne dit pas que nous recevons ces droits de la nature. C'est un accord négocié par la nation sous les auspices de la divinité. La divinité est un témoin prestigieux, mais tenu à distance. Et comme c'est des droits négociés, c'est des droits négociables. Hein, c'est par définition. Et donc, en fonction du rapport de force, on pourra dire que les Vendéens sont des animaux, que les Juifs ne sont pas des hommes, que les embryons seront peut-être un jour des hommes, mais pour l'instant pas du tout, etc. Et donc, il y a là encore une opposition assez radicale entre cette logique contractualiste du droit positif qui se négocie à l'Assemblée et la logique de la loi naturelle que nous essayions au passé de traduire dans la loi positive. Maintenant, je voudrais faire un bref aperçu des évolutions récentes, parce que donc, vous aurez compris que je n'étais pas un immense fanatique des droits de l'homme de 1789, mais les choses ne se sont pas améliorées depuis. Elles ont même une fâcheuse tendance à empirer. Alors, il y a une petite pause, si je puis dire, dans le pire. Il y a la déclaration des droits. Vous savez qu'en général, on voit trois étapes dans les droits de l'homme. La première, c'est 89, la deuxième, c'est 48, la déclaration universelle, et la troisième, c'est les droits après 1968, ce qu'on appelle les droits postmodernes. Alors, en 1948, Maritain écrit juste après 1948, autour de 1948, et de fait, il y a une plus grande prise en compte de la réalité concrète de l'homme. Dans la Déclaration universelle des droits de 48, vous voyez un peu dans quel contexte on publie ça, c'est juste après la chute du nazisme, on a vu l'horreur totalitaire face à face. Il y a quand même encore 2-3 personnes qui savent que le stalinisme c'est pas plus joli, et donc globalement il y a une détestation profonde de cette évolution perverse de la modernité politique. Et donc, on essaye de poser les bases de la résistance à ça. Évidemment, on les pose dans le plus mauvais contexte possible, puisqu'on les pose dans un rapport de force où on donne la moitié du pouvoir aux staliniens, ce qui ne facilite pas beaucoup la négociation. Mais il n'empêche que dans cette déclaration universelle, donc, on a quelques éléments positifs. On a en particulier un plus grand respect de l'homme enraciné. Donc, l'homme de 48 est un homme qui est père, qui est ouvrier. On regarde les droits sociaux, etc. Malgré cela, il y a au moins 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est le contractualisme qui ne bouge pas. Ça reste, alors c'est plus les individus qui négocient à l'Assemblée, c'est les peuples qui négocient à l'ONU, mais ça ne change pas grand-chose sur le principe. Et deuxième élément, on garde le côté complètement utopique. Par exemple, on nous parle dans la déclaration de 48 d'un droit au logement. Mais ce droit au logement ne peut pas être quelque chose en ligne avec le droit à la vie, par exemple, ou le droit à ne pas être volé. Bien sûr que, fondamentalement, la nature de l'homme fait qu'il serait normal qu'il soit nourri, logé, etc. Parce qu'évidemment, nous sommes des êtres ainsi faits, que nous avons besoin d'un abri pour héberger notre famille, que nous avons besoin de nous nourrir, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que... face à ce droit au logement, c'est quoi la nature opposable ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, on a voté le droit opposable au logement, mais en réalité, ça ne veut strictement rien dire. Si ce n'est que maintenant, l'utopie est arrivée à un cran au-dessus, c'est-à-dire que maintenant, on peut attaquer l'État parce qu'il n'a pas fait respecter ce droit opposable au logement. Ce qui est absurde, puisque donc, l'État paye lui-même la façon de l'attaquer. Enfin, tout ça est absurde, mais ça n'a rigoureusement aucun sens. Hein. Exactement, pardon de la trivialité de la comparaison, mais vous allez voir que pour le postmodernisme, on va jusque-là. C'est un peu comme si j'exigeais, moi, être masculin, un droit à porter des enfants, ou à allaiter. Bien sûr que je peux réclamer, en tant que ma dignité humaine est en jeu, j'ai le droit d'allaiter. Et ce droit n'a aucune réalité concrète, quoi. Hein, donc, voilà, tant que je ne serai pas une femme, et a priori, étant né comme ça, il y a peu de chances que je le devienne au cours de ma vie, et puis, même s'il y avait une transformation chirurgicale, ça ne me permettrait pas d'allaiter pour autant. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est des droits complètement utopiques, c'est-à-dire sans aucune réalité. Alors qu'évidemment, le droit à la vie
ça a une vraie réalité, c'est-à-dire que l'État est réellement tenu de respecter mon droit à la vie, de faire respecter mon droit à la vie, c'est-à-dire en particulier, si mon droit à la vie est violé, de condamner sévèrement la personne qui l'a violé. Donc c'est des droits qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres. Ça c'est pour 48, donc encore une fois, deux problèmes qui demeurent, le contractualisme d'un côté, l'utopie de l'autre. Mais le pire vient juste après, c'est 68, 68 pour fixer les idées, c'est les droits postmodernes. Et les droits postmodernes ont deux types de droits. C'est soit des droits complètement négatifs, contre la nature humaine, c'est plus des droits qui découlent de la nature humaine, c'est des droits qui vont contre la nature humaine, typiquement des droits à mourir, le droit à l'avortement, le droit à l'euthanasie, etc. L'autre partie de ces droits postmodernes, c'est des droits qui vont au-delà de la nature étant perçue par les philosophes de la déconstruction, les Derrida et compagnie, je ne sais pas si c'est des noms qui vous disent quelque chose, donc la nature est perçue comme fasciste, puisque évidemment tout ce qui n'est pas pour la liberté est fasciste, et donc la grammaire est fasciste, la nature est fasciste, etc. Et donc en particulier, il y a un énorme fascisme de la nature. Encore une fois, c'est cette nature qui ne me permet pas d'allaiter. Et inversement, pour les femmes, elles ne peuvent pas... tout ça, évidemment... mais encore une fois, ça serait très rigolo si c'était dans un cabaret de chansonniers. Mais ces gens sont sérieux, ils le croient vraiment, ils travaillent vraiment à ça. Et il y a vraiment une politique de ça. Aujourd'hui, au nom d'une lutte contre la nature fasciste, on a un état civil. Alors, il paraît qu'on va revenir dessus, mais avec parent 1 et parent 2, parce que évidemment, si il y a la possibilité de fonder des familles sans la différenciation sexuelle, évidemment, il faut nier la différenciation sexuelle partout. Parce que sinon, il y aura toujours l'odieuse réminiscence réactionnaire que la normalité, c'est homme-femme. Et je lisais dans le métro en arrivant un livre sur l'idéologie du genre, et l'auteur cite un des constructeurs qui dit « Il faut penser à un monde où l'hétérosexualité sera anormale ». C'est extraordinaire. Et donc l'objectif est là, hein. La lutte contre la nature fasciste impose ce genre de choses. Et donc évidemment, ces droits au-delà de la nature entraînent des choses assez baroques, paradoxales. C'est typiquement toute la logique transhumaniste. Alors il y a tous les droits LGBT évidemment. Il y a toute la logique transhumaniste. Hein, j'ai le droit de vivre 1000 ans. Bah oui, j'ai le droit de vivre 1000 ans, pourquoi pas. Il y a aussi en sens inverse le droit des robots. Vous savez qu'à Bruxelles, on a récemment légiféré sur le droit des robots, parce que ces petites bêtes, elles ont un cœur, et on ne peut pas les persécuter non plus. Mais avant le droit des robots, en ce moment, il y a un débat sur le spécisme, et tout ça, ça rentre dans cette logique-là, puisque le droit n'est plus une question de nature humaine, ça peut commencer en deçà, et ça peut aller au-delà. D'accord, c'est bon, c'est clair ? Donc, pour synthétiser un peu tout ça, et ça laissera un peu de place aux questions, j'espère, je voudrais terminer en critiquant une des évolutions récentes de ces 50 dernières années du magistère, encore une fois sous l'influence de Jacques Maritain, qui est par ailleurs un très grand philosophe français, mais Jacques Maritain a écrit en 1943 un livre qui a vraiment changé le regard de l'Église catholique latine sur les droits de l'homme. Ce livre s'appelait « Les droits de l'homme et la loi naturelle ». Donc évidemment, c'est face au nazisme. Et donc la thèse, pas compliquée à comprendre, hein, c'est les droits de l'homme, c'est la version sécularisée de la loi naturelle. Et donc tout ça, ça vient de Dieu. Et puisqu'on ne s'entend pas sur la loi naturelle, puisqu'il y a face à nous des gens qui ne croient pas à la loi naturelle, entendons-nous au moins sur la version sécularisée. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Alors, ça a apporté des fruits politiques, pas négligeables. Ça a apporté notamment... c'est l'une des causes, une des sources de la chute du communisme. Une partie, comme vous savez, une partie des dissidents des années 70-80 ont fait une alliance très originale, très paradoxale entre les dissidents chrétiens, catholiques, orthodoxes ou protestants d'ailleurs, peu importe, à ce stade, et les dissidents agnostiques, dont beaucoup étaient d'anciens communistes. C'est typiquement ce qui s'est passé avec la Charte 77. Et en général, ces gens se sont mis d'accord sur les accords d'Helsinki.
et notamment la défense de la liberté religieuse. Et de fait, ça a fait imploser l'édifice intellectuel du communisme, puisque le communisme prétendait être la constitution qui accordait le plus de liberté. Et donc évidemment, les attaques dans la presse occidentale contre l'incarcération de tel évêque, de tel prêtre, etc., ont fait sauter cette image de la plus démocratique des constitutions. Vous vous souvenez de Staline qui disait ça en 1937 ? On vient d'écrire la plus démocratique des constitutions au moment où il torture à plus haute dose. C'est le moment où on est au sommet de la liberté. Et donc, objectivement, la stratégie de l'Église catholique à son sommet, notamment de Rome, a porté des fruits très remarquables. Et ce qui s'est passé avec le soutien à Solidarność est très directement lié à cette vision maritanienne de l'accord loi naturelle, enfin décalogue, déclaration des droits de l'homme. Il n'empêche que fondamentalement, il y a une différence très profonde entre les deux logiques, parce que la déclaration des droits de l'homme se pense comme étant n'ayant rien à voir avec une nature humaine. Et donc, si on ne croit pas à l'existence d'une nature humaine, tout ça n'a aucun sens. Hein, on ne peut pas lutter pour défendre la culture de vie, par exemple, si on ne croit pas à l'existence d'une nature humaine. On ne peut pas lutter contre le racisme. Il y a quelques militants de la griffe parmi nous. On ne peut pas lutter contre le racisme sérieusement si, quand je dis lutter contre le racisme, je ne veux pas dire la LICRA, hein, c'est pas de la propagande idéologique. Je veux dire lutter contre le fait de traiter quelqu'un uniquement en fonction de sa couleur de peau, en le considérant comme un imbécile parce qu'il est de telle couleur. Ce qui objectivement est d'abord un défaut mental et par ailleurs un péché grave. On ne peut pas lutter contre le racisme si on ne croit pas que nous partageons une commune nature humaine. Mais regardez aujourd'hui les élites, ou l'oligarchie comme vous voudrez, l'immense majorité d'entre eux ne croient pas à l'existence d'une nature humaine. Écoutez-les parler. Ils disent très volontiers, il y a eu une fameuse pétition il y a une quinzaine d'années, signée par au moins 50 prix Nobel, donc intellectuellement ça tient la route, hein. Ben, ces 50 prix Nobel ou un peu plus avaient signé une pétition disant qu'il fallait absolument qu'on reconnaisse l'intelligence dans le dauphin et qu'on arrête de croire que les trisomiques 21 étaient des hommes. Encore une fois, c'est logique de leur point de vue. C'est monstrueux, hein. Enfin de mon point de vue, moi c'est monstrueux. Mais c'est monstrueux parce que moi je crois que je partage avec les trisomiques 21 une nature humaine. Et je vois bien qu'il ne l'exprime pas avec toutes les possibilités de déploiement de notre nature humaine. Mais par ailleurs, je vois bien aussi que je ne déploie pas la nature humaine avec les mêmes talents que saint Thomas d'Aquin, ou avec la même force que Saint Louis, ou avec... donc je suis aussi capable de me mettre dans une échelle d'épanouissement de la nature humaine. Donc, et par ailleurs, je n'ai pas la prétention de jouer dans la même cour en termes de sainteté que Sainte Thérèse d'Avila, ou quelque chose... Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il n'empêche que je vois des gens très au-dessus de moi, et je vois des gens d'une certaine façon en dessous de moi, avec moins de capacité intellectuelle, par exemple, mais où ces gens au-dessus et en dessous partagent avec moi cette nature humaine, et c'est ce qui fait que nous pouvons partager une loi naturelle et des droits de l'homme au sens fondamental des choses, c'est-à-dire pas les droits de la déclaration, mais des droits de la personne humaine. Et aujourd'hui... Alors, donc je disais que fondamentalement il y avait un problème doctrinal dans cette analogie, enfin ce raccourci entre déclaration des droits de l'homme et loi naturelle. Et par ailleurs, il y a un énorme problème politique aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on ne fait plus face, évidemment il y a encore des personnes qui font face au communisme, mais nous en Occident, on ne fait plus face ni au nazisme ni au communisme, on fait face à un nouveau totalitarisme qui est précisément le totalitarisme de la dictature du relativisme. Et donc évidemment, si on leur dit en fait, on se fout complètement de la source des droits, pourvu qu'ils soient bien négociés au Parlement, tout va bien, la dictature du relativisme va tout emporter. Écoutez encore une fois ce que disent les parlementaires. Jean-Pierre Michel, rapporteur de la loi Taubira, disait, c'est dans le journal officiel, c'est puissant, enfin, ça dit quelque chose de leur conception de la loi. La loi, c'est un rapport de force à un moment donné. Point final. Extraordinaire. C'est pas Staline qui dit ça, hein. C'est un sénateur d'aujourd'hui. Enfin, il s'est fait virer de Gracias, c'est la conception de la loi aujourd'hui. Et évidemment, si vous adhérez au relativisme ambiant, au postmodernisme ambiant, vous ne pouvez pas vous opposer sérieusement à cette vision objectivement mortifère, hein.
Parce qu'on on dit souvent que le nouveau totalitarisme est soft, il est doux. Il faut bien qu'il soit doux, il l'est pour nous. En fait, on n'est pas en camp de concentration. Et c'est plus agréable de vivre à Paris que de vivre au goulag. Ça ne m'a pas échappé. Enfin, on ne peut pas dire qu'il soit doux pour tout le monde. Hein. D'abord, je constate quand même qu'il ne doit pas être spécialement doux aux gilets jaunes, parce que pour passer son 1er janvier sur un rond-point, c'est qu'il y a une vraie crise majeure. Hein, et donc il y a un sujet de dignité très profond, et c'est pas en leur disant vous allez gagner 100 € de plus, c'est pas ça le sujet. Hein. C'est un vrai sujet profond de dignité. Ils ne vivent pas de leur travail. Donc et puis, au-delà des gilets jaunes, en 98, je crois, l'ONU s'était félicitée, il y avait eu une grande communication, qu'on avait franchi le seuil du milliard d'avortements légaux. Milliard. On a dépassé 10 fois le communisme, qui avait lui-même dépassé 10 fois le nazisme. On commence à rentrer dans la cour des grands quand même. Hein. 1 milliard. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point la physionomie de l'humanité aurait été changée. Totalitarisme soft, je veux bien, encore une fois, je ne vais pas dire qu'on est dans la même condition d'oppression que sous le nazisme ou le communisme, c'est vrai. En attendant, c'est pas soft pour tout le monde. Donc, je crois qu'il y a des raisons très sérieuses de s'opposer à ces droits relativistes, spécialement les droits postmodernes. Je vous laisse juste parce que je la trouve fascinante, cette sentence qui est beaucoup colportée chez les postmodernes anglo-saxons. There is no longer right or wrong, only rights. Il n'y a plus maintenant, il n'y a plus de vrai ou de faux, juste des droits. Et ben, si on en est là, et je crains qu'on en soit là, si on en est là, plus rien ne tient, la nature humaine a cessé d'exister, et tout est autorisé. Dès l'instant que vous avez le pouvoir, vous pouvez exterminer la planète. Ce qui d'ailleurs a l'air d'être clairement dans les rêves d'au moins une partie des dingues qui nous gouvernent. Donc, encore une fois, ça n'est pas que les trucs intello. Parler de 89, c'est intéressant évidemment, hein, mais ça a des conséquences pour nous aujourd'hui. Hein. Donc voilà, je m'arrête là et je vous laisse la place pour les questions.